Bonjour, nous sommes le 27 janvier 2025. Le mois de janvier se termine petit à petit. C'est vrai que bon, nous avons des journées, je veux dire, grisâtres. On a des journées grisâtres en cours de journée. Bon, et en nuit, bon, il fait un petit peu plus noir. On se demande, je veux dire, normalement, on devrait avoir plus de clarté, mais disons, étant donné que la météo, mais ça se rajoute, je veux dire, en soirée. Voilà, on ne retrouve pas facilement la clarté qu'on devrait avoir au mois de janvier. Enfin, c'est un méli-mélo, c'est un mélange voilà, de nuit avec des ciels mitigés. Et donc on se retrouve avec voilà, un environnement euh, euh, bon, qui ne plaît pas aux gens. C'est un environnement qui ne plaît pas aux gens aussi bien en journée qu'en soirée. Alors ici, je vais voir une vidéo qui va concerner donc de l'électricité. De l'électricité, c'est la production d'une force électromotrice qui est de type sinusoïdal. Alors, on appelle ça alternatif parce que les signaux alternatifs en électricité, en électronique, bon, c'est pas ce qui manque. On peut avoir toutes sortes de signaux, je peux vous le dire tout de suite. Voilà, mais on peut retrouver des signaux qui font du plus moins, plus moins, plus moins, plus moins. Voilà, qui alternent dans le positif, ouais, qui reviennent dans le négatif en passant par zéro. Alors, c'est positif, nul, négatif, nul, positif, nul, négatif, nul, positif, et ainsi de suite. Mais c'est pas forcément sinusoïdal. Mais ici, justement, je vais voir la production d'une force électromotrice alternative, donc qui va aller en plus et moins, mais aussi qui va être de type sinus ou cosinus. Sinus ou cosinus, ce sont des types sinusoïdales. Sinusoïdale. Donc, je vais voir la production d'une force électromotrice alternative sinusoïdale. Bien sûr, le but de la manœuvre, c'est d'en voir l'équation, que cette source, parce qu'on appelle ça source en électricité, c'est ce qu'on appelle une source, production d'une force électromotrice, voilà, c'est une source d'énergie. C'est une source d'énergie. Donc, elle va engendrer, je veux dire, de la force électromotrice, justement, et ça va être une équation. L'équation, on va dire, d'une tension alternative sinusoïdale. Donc ici, on est complètement plongé, voilà, dans une onde qui est électrique. C'est une onde de type électrique. Mais, je veux dire, c'est une onde électrique sinusoïdale. Ça va être une onde électrique sinusoïdale. Donc ça va être une onde électrique. Alors il y a beaucoup de systèmes. Alors ici justement c'est un système producteur. C'est un système producteur, système générateur. Alors, on aura une production, ça va produire, ça va engendrer. Alors on part pas de rien parce que bien sûr on part d'autres énergies, c'est des transformations d'énergie. Un alternateur par exemple, on part de l'énergie mécanique, par exemple d'une rivière. Par exemple, il y a beaucoup de types de transformation d'énergie. D'une rivière, voilà, on fait tourner une turbine, enfin avec un fleuve ou voilà, un fleuve, on fait tourner une turbine. Cette turbine tournant, elle fait tourner, elle entraîne un alternateur qui va tourner. Donc tout tourne, tout tourne. Et le fait de tourner va produire une énergie de type électrique. Donc on est passé de transformation mécanique vers une énergie électrique. Et puis après, bien sûr, cette énergie va être transformée en une autre forme d'énergie. Par exemple, la lumière, si vous allumez des lampes, ça va être transformée en énergie lumineuse. Donc, on a une transformation d'énergie voilà, de proche en proche, en cascade. Ça se suit, ça se suit, ça se suit. Chaque énergie suit l'autre. Elle se transforme en une autre. Donc, elles se suivent. Elle est transformée en une autre énergie. Et donc, ici, l'onde électrique va être produite par un générateur, bien sûr électrique, qui va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Le but c'est d'avoir de l'électricité. Et électrique. Dans les voitures, vous avez des alternateurs. Voilà, elle tourne au travers d'une courroie. Le moteur tournant, voilà, on fait tourner, on met des courroies et on entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. On va dire ça comme ça. Alors,
générateur électrique ou une source. Bon, générateur, c'est générateur de force électromotrice. Hein. Force électromotrice. Voilà, électromotrice, c'est électrique d'office. Générateur électrique ou source électrométrique. Ici, bien sûr, ça va être la source. Comme on a une tension alternative sinusoïdale, c'est un alternateur. C'est ce qu'on appelle un alternateur. Voilà, l'alternateur va engendrer une onde électrique de type sinusoïdal. Voilà. Et donc, là, ça y est, la mathématique est créée. Le signal électrique mathématique est créé. C'est-à-dire qu'on a un composant qui est un générateur, une source, un générateur qui va produire voilà, des ondes sinusoïdales. C'est-à-dire de la forme sinus alpha. Bien sûr, ce sinus alpha, je rappelle qu'en mathématiques, là on a soit des radians ou des degrés, et là on a, je veux dire, on a l'amplitude. On a l'amplitude. Et bien sûr, l'amplitude, on a une amplitude, enfin je m'excuse, c'est pas une amplitude, on a un signal. On a un signal qui est une fonction. On a y est égal à A sinus alpha. Ou alpha peut être x. Hein. Bon, c'est A sinus x. Et alors l'amplitude, bien sûr, c'est le maximum qu'on peut avoir ici. Là-bas, on a moins A. Donc c'est un signal symétrique. Son axe de symétrie pour le sinus, l'axe de symétrie, c'est l'origine. Donc on a une fonction impaire. Une fonction impaire. Par exemple, une fonction paire, c'est y égale x carré. Donc l'axe de symétrie là-bas, c'est l'axe des y. C'est l'axe OY. C'est l'axe OY. Et donc qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, là, si vous prenez un x ou un moins x, ben, si vous faites y est égal moins x au carré, c'est toujours x carré. Y est égal à x au carré, c'est toujours x carré. Donc vous avez toujours que pour deux opposés, vous avez toujours le même y. Et là, la fonction, elle est paire. Fonction paire. Par contre, quand vous avez l'origine ici, c'est une fonction impaire. Donc la fonction sinus, c'est une fonction impaire. L'origine est un centre de symétrie, alors que pour la fonction paire, c'est l'axe de symétrie. Il faut un axe de symétrie qui est l'axe OY. Et donc ici, on va engendrer quoi? Le générateur va engendrer une fonction sinus. Alors je rappelle qu'en mathématiques, là, on a des radians de degrés. Ben, je veux dire, en général, ce qu'on met, on ne met pas des radians à 2 degrés. On peut mettre des radians à 2 degrés, mais généralement, c'est du temporel ici. Alors il y a un passage de l'un à l'autre. On sait faire des conversions de l'un à l'autre. Voilà. Et là, on met le signal, que j'appelle S. S, qui est le signal sinusoïdal, c'est A sinus, voilà, oméga t plus phi. On va se dire ça tout de suite. Voilà. Et le tout, c'est de produire ceci. Bon, alors, le symbole ici, il n'est pas bon. Je vous le dis tout de suite. Il existe des symboles électriques. Et le premier symbole électrique qui vient... alors, on a les générateurs continus. Alors, pour avoir un générateur continu, on appelle ça des génératrices. Voilà, continu, c'est comme ça. Voilà, avec le plus qui est ici et le moins qui est là. Voilà, donc là, on peut se brancher sur... Alors, ça peut être un générateur continu, une batterie, des piles mises en série, etc., etc. Tout ça, c'est tant que ça donne du continu, ben on va dessiner ça comme ça, le symbole. Donc ça c'est un générateur continu. Maintenant, si vous voulez un générateur sinusoïdal, ben, le générateur sinusoïdal, lui, il se met plus sous forme d'un rond. Voilà. Et alors, on peut mettre voilà, le symbole comme ceci. Alors, certains peuvent mettre ceci. Il faut une petite description de la machine, parce que la machine voilà, comporte des balais, etc.
enfin, je m'excuse, comporte des bornes. Et les bornes, on les met de cette façon. Voilà, on les met de cette façon. Donc ça, ce sont les bornes. C'est pour indiquer les bornes. Voilà, donc on a la borne positive avec une grande barre, symbolisée par une grande barre. Là, on a la borne négative, symbolisée par un petit rectangle noirci. Alors que là, la borne, il n'y a pas. Là, c'est une borne, l'autre c'est une borne, mais je vous rappelle que c'est sinusoïdal. Hein. Une fois il est plus, là il est moins, et puis ça va changer. Ça va passer du moins au plus. Pourquoi? Parce que le signal il est comme ça. Donc on passe du plus au moins alternativement. Ça c'est complètement, c'est changeant, c'est en fonction de la fréquence. Il y a une fréquence, voilà, on a une variation du plus et du moins. Ça donne plus, moins, plus, moins, plus, et ainsi de suite, indéfiniment tant que l'alternateur tourne. Voilà. Et donc, la force électromotrice, elle va être sinusoïdale, qui va sortir de là. Alors, comment ça va se passer? Alors, le tout, pour comprendre, je veux dire, l'équation d'une tension alternative qui va jaillir, voilà, de la source sinusoïdale, le tout, c'est d'entreprendre et de voir ce qui s'y passe dans l'alternateur, dans la machine elle-même. Donc, on a une machine productrice et grâce à ça, on pourra relier des composants à ce circuit qui va fournir de l'électricité. Voilà, ça va fournir de l'électricité. Et on va mettre des composants, je veux dire, et on aura bien sûr des courants et tensions qui vont se présenter sur ces composants-là. On va mettre une résistance, une self, un condensateur, etc. On va les mettre de telle manière à former ce qu'on appelle des circuits électriques, et ça va engendrer sur ces composants-là des courants, des tensions bien définis, des fréquences bien définies, en fonction de ce qui est voilà, proposé. Donc, vous allez avoir quelque chose, il va se présenter sur les résistances condensateurs et self, des courants et tensions en fonction de la source. Tout dépend de ce que va engendrer la source. Alors maintenant, on peut aussi, via ce qu'on appelle un générateur basse fréquence, voilà, créer aussi une tension alternative sinusoïdale. Il n'y a pas que l'alternateur qui fait ça. On peut le faire par voilà, des sources alternatives. Voilà, des sources. On peut voilà, faire des tensions régulées alternatives. Enfin, je m'excuse. On peut faire des transformations de tension. On va passer de l'alternatif, voilà, avec une grosse tension à alternative petite tension. Un transformateur peut jouer le rôle à ce niveau-là. Donc on va diminuer, si vous voulez, l'allure de l'amplitude de la sinusoïde. L'amplitude va diminuer. D'un côté, vous aurez une grande amplitude, de l'autre côté, et ça, c'est un transformateur qui peut faire ça. Bon, ben maintenant, on peut aussi, voilà, le faire par. Il y a différentes manières d'avoir de l'alternative, une dynamo de vélo, ben, produit de l'alternative, mais c'est pas très précis. La lampe, elle s'allume, voilà, coup-ci, coup-ça, en fonction de ce que vous pédalez, en fonction de vos coups de pédale. Ben, je veux dire, la lampe ne donne pas parfaitement, je veux dire, un signal cohérent. Je veux dire, la lampe, elle s'allume faiblement, moins faiblement, en fonction de vos. Il faut donner des coups de pédale bien précis. C'est pour ça qu'il y a machine précise et machine et alors bon d'autres artifices comme les pédales des pieds. Voilà, une fois vous cyclez fort, une fois vous cyclez moins fort, la dynamo va à votre allure, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, elle va à votre allure, alors que bon, l'alternateur, lui, il va donner voilà, une parfaite sinusoïde. On va se dire que ça comme ça. Alors bien sûr, après, pour passer de l'alternatif au continu, il faut redresser, il faut ce qu'on appelle des circuits redresseurs, soit un redressement, voilà, il existe des redressements en mono-alternance, bi-alternance, etc. Mais généralement, il y a un circuit redresseur. Un circuit redresseur pour avoir du continu. Alors, de l'alternatif, bien sûr, on peut former le continu, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, voilà, un générateur basse fréquence, quand vous mettez au secteur, c'est de l'alternatif. Hein. Le secteur, c'est de l'alternatif. Et donc, vous transformez en ce que vous voulez comme signaux, pour autant que c'est... on a une marge de signaux qui sont présents dans le générateur basse fréquence. Et donc, on peut aussi avoir du continu. Il suffit de régler l'appareil pour avoir du continu. Donc, vous partez de l'alternative pour avoir du continu. Bon, mais ici, c'est pas le cas. Ici, je vais créer voilà, un alternateur. Je vais voir un petit peu bon, le signal d'un générateur
alternatif. Alors pour ça, c'est les lois de l'électricité qui vont intervenir. Alors ici on a deux pôles. On va se dire comme ça. On a deux pôles. Ici je vais mettre soit les pôles nord, soit les pôles sud. Voilà. Alors si les pôles nord là, de l'autre côté, les d'office pôle sud. Donc on a deux pôles, on va dire, qui sont, je veux dire, opposés. Alors je rappelle que nord-nord, ça se répulse, sud-sud, ça se répulse, nord-sud, ça s'attire, et sud-nord, ça s'attire. Voilà. Donc ici, autant dire qu'il y a un champ magnétique qui s'attire. On a une attraction alternative. Alors à partir de là, je vais créer des axes. Alors ce champ magnétique là que vous avez nord-sud, je l'ai mis nord-sud. Voilà. Bon, on va dire qu'il est uniforme, il est constant. Hein. C'est un champ constant. Donc c'est-à-dire qu'il va engendrer, voilà, un champ constant. Il y a un champ constant ici. On va dire ça comme ça. Donc on a un champ constant. Et là-dessus, pour créer de l'électricité, c'est déjà ça. On a une composante électromagnétique. C'est très bien. On a une composante électromagnétique au travers de, voilà, de deux matières, l'une qui va donner du nord et du sud, et l'autre du sud. Et donc on aura, voilà, un champ constant. Un champ uniforme. Bon, ce champ uniforme, il a une certaine valeur. Cette valeur, c'est H. Je vais indiquer que cette valeur de champ constant, c'est H. Alors, le tout, donc il y a un champ qui est présent, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, on va se dire ça comme ça. Donc on a un champ constant H. On rappelle qu'on a qui est créé par deux pôles en opposition bien sûr. Un qui va créer un pôle nord et l'autre un pôle sud. Donc on a une composante électromagnétique. Une composante électromagnétique. Maintenant, là-dessus, je vais placer une spire. Une spire. Qui va voir son effet. Bon, c'est une spire, en fait, avec une composante cinétique. Une composante cinétique. Pourquoi? Parce que la spire, elle va tourner dans ce champ magnétique-là. Elle ne va pas rester fixe. Voilà. Alors, je vais dessiner la spire de cette façon-là. C'est une spire tournante. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il faut bien vous envisager que justement, c'est ça qui va... c'est la conjugaison du champ électromagnétique constant H va se marier bien sûr avec cette spire tournante. Avec cette spire tournante. Donc ça, il s'agit ni plus ni moins d'une spire tournante. C'est-à-dire qu'elle va, voilà, elle va tourner autour d'un axe, d'un point ici. Voilà, cette spire, ceci, ben, il va engendrer ceci. Une rotation comme ceci.
La spire va tourner. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez rencontrer la spire, elle sera là-bas. Voilà. Donc, la spire est tournante. La spire est tournante dans un champ magnétique. Alors, ici, pour éviter... un petit peu de faire des mélanges, je vais enlever cette spire-là. On va entrevoir cette spire tournante-là. Donc bien sûr, je vais partir du principe, enfin partir de l'hypothèse que bon, il va tourner dans ce sens-là, c'est-à-dire en antéorologique, avec à une vitesse angulaire oméga. Vous voyez qu'il y a une composante cinétique ici, il y a une composante mécanique, puisque oméga c'est une vitesse angulaire. Une vitesse angulaire, c'est bien sûr. Alors bien sûr, c'est une vitesse constante. Hein. Oméga va tourner, va être constant. Alors je rappelle qu'oméga, si je veux la position, par rapport à une origine, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire, c'est de la mécanique. On a alpha vaut, voilà, oméga t. Alors, donc ici, on a une vitesse constante. Vous voyez que tout est constant. Hein. On a un champ constant. Bon, le temps, il n'est pas constant, il est variable. Ouais, ça, c'est variable. Le temps, celui-ci, il est constant. Une variable, enfin une constante, c'est une variable. Mais il va varier, on aura une position uniforme, c'est ça que je veux dire. C'est un mouvement, voilà, un mouvement, on a un mariage entre un champ uniforme et un mouvement circulaire uniforme d'une spire qui va être balayée, qui va balayer le champ magnétique. Voilà. Donc, en d'autres termes, champ constant, attention que c'est une notion vectorielle. Hein. Je peux dire que la norme de H, ça fait H. Et lui, il est aussi constant. Voilà. Et la vitesse, oméga, elle est constante. Donc, on va faire un mariage entre un point de vue cinématique, donc mécanique, et un point de vue électromagnétique. Ouais, il y a vraiment un mariage. Donc, c'est un mariage de cinématique plus électromagnétique. Donc on a un mariage de cinématique plus électromagnétisme. Voilà. Cinématique, c'est la mécanique. Hein. C'est un mariage de mécanique et d'électromagnétisme. Voilà, qui vont engendrer, je veux dire, ce point de vue électrique. Alors, comment on va voir ce point de vue électrique? Justement, là est toute la question. C'est toutes les lois électriques qui vont jaillir. Ce sont des lois électriques qui vont jaillir pour me fournir cette fameuse tension sinusoïdale. Voilà, cette tension sinusoïdale. Alors, comment peut-on partir pour avoir tout ça? Ben, je vous ai dit qu'on a un point de vue cinématique lié, enfin marié avec un point de vue électromagnétique. On a un champ constant, il y a une vitesse angulaire constante. Donc on a une position qui est donnée en fonction du temps, voilà, qui est alpha égale oméga t. Alors, si on a une spire placée dans un champ magnétique tournant à une vitesse constante de, on va dire, F tour, si je fais F tour, enfin, si la spire placée dans un champ uniforme tourne à une vitesse constante de F tour, et dont la surface est S cm², voilà, la surface vaut S cm², voilà. Ben, en un tour, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire? L'angle de rotation, c'est alpha égale 2 pi radians. Ça, c'est en un tour. Donc, il va balayer. Il va faire en un tour, on a 2 pi radians.
Donc, il part d'ici pour revenir ici, au même endroit. Donc, il revient en position initiale. Hein. Et ça, c'est 2 pi radians. Celui-ci, si je prends celui-là, il va être là, il va être là, il va être là, il va être là. Il va reprendre la position ici, il va être là, 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 là. Et puis, il va revenir ici. Voilà, il va revenir là. J'ai pris ce point de vue-là. Voilà, alors, bien sûr, une spire, c'est comme ça. Quand vous le regardez de haut, du dessus, c'est comme ça une spire. Hein. Une spire. Voilà, ce qui est vu ici, on fait une découpe comme ça, et on regarde comme ceci. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous voyez ceci. Parce qu'on a fait une découpe, on voit la partie coupée, on regarde de face. Donc, en un tour, on a fait 2 pi radians. Enfin, elle a fait 2 pi radians. Maintenant, si on fait F tours, attention que c'est F tours par seconde. Si je considère qu'on fait F tours par seconde, donc c'est-à-dire c'est une vitesse, hein, F tours par seconde. Donc en un tour, c'est 2 pi radians effectué par l'aspire. Si maintenant on fait F tours par seconde, eh bien l'angle parcouru est de alpha égale 2 pi fois le nombre de tours. Voilà. 2 pi f. Et donc, c'est 2 pi f radians. Et donc, on s'est trouvé l'angle de rotation et donc la position. Puisque l'angle de rotation vous a dit que si vous avez une position initiale, si la tournée d'alpha, vous savez où il est. Hein. On sait il a tourné de 30 degrés par rapport à une position initiale, on sait bien où il est. Voilà, donc on s'est trouvé où est, je veux dire, où est comment est la position de la spire. Comment est la position de la spire voilà, par rapport à une position initiale. Généralement, la position initiale, c'est le 0 degré, il est comme ça. Bon, alors, s'il est comme ça, voilà, on sait trouver quel angle qu'il a fait, hein, comparativement à ça. On sait, voilà, s'il était comme ça, voilà, on sait quel angle qu'il a fait, alpha. Voilà. Tout est circulaire ici, hein, ça reste du circulaire. Donc, on peut se donner une définition. L'angle parcouru en unité de temps, c'est-à-dire la seconde, l'unité de temps qui est la seconde, et la vitesse angulaire, dont le symbole, bien sûr, est oméga. C'est la lettre grecque oméga. Bien sûr, c'est la lettre minuscule grecque, hein. Alors, oméga. Et l'unité, bien sûr, de oméga, c'est le radian par seconde. Donc, oméga est égal à 2 pi 2 pi f 2 pi f. Donc ici, la différence ici c'est il y a une composante temporelle ici, hein, je rappelle. C'est une position. C'est une position angulaire. Hein. C'est une position angulaire. Voilà. Il y a une position angulaire. Donc oméga, c'est en radians par seconde. Alors, je rappelle ici que ici c'était des tours par seconde. Hein. F tours par seconde. Alors, en un tour, c'est 2 pi radians. Voilà. Mais si vous travaillez en tours par seconde, la position angulaire vaudra 2 pi f, voilà, où f est en tours par seconde. Donc on aura 2 pi f radians par seconde. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'à partir d'ici, ben, ça c'est une vitesse angulaire. Hein. C'est une vitesse angulaire. Puisque c'est, on va dire par définition, la définition d'une vitesse angulaire.
c'est-à-dire que c'est l'angle parcouru en l'unité de temps, la seconde, qui est la vitesse angulaire, dont le symbole est oméga. Voilà. C'est une vitesse angulaire. Donc, si on passe voilà, par transformation de 1 tour à f tours par seconde, mais on définit une vitesse angulaire qui est oméga. Oméga égale 2πf. Et donc, connaissant la vitesse étant définie, ben, en une seconde, si on a une seconde, l'angle parcouru est alpha égale oméga, bien sûr, radian. Mais pour t secondes, on aura l'angle parcouru vaudra alpha égale oméga t. Voilà. Radian. Donc ça c'est par définition l'expression de la position angulaire en fonction de la vitesse angulaire et du temps. Et donc on a l'expression alpha égale oméga t, que voici, permet de trouver la position en fonction, je veux dire, du temps et de bien sûr sa vitesse. Mais ici la vitesse, je vous rappelle qu'elle est constante, vitesse angulaire étant constante. Donc l'expression alpha égale oméga t permet de calculer l'angle que forme la spire à un instant quelconque. À n'importe quel moment, on peut trouver sa position par rapport à une position initiale. Bien sûr, il faut bien, c'est toujours relatif, c'est toujours par rapport à quelque chose. Il faut se définir une position de départ, et puis à zéro, il faut toujours un axe zéro, qui est généralement l'axe ici, puisqu'on démarre la spire comme ceci. Donc la position 0, elle est là. Et puis, bon, on va la faire tourner et on peut trouver sa position. C'est une position cyclique, ce qu'on appelle une position cyclique. C'est cyclique. Oui, la position est cyclique ici, elle va revenir à chaque fois. Elle va revenir à chaque fois au même endroit. Donc ce point-là, bah, il va être parcouru comme ceci. Puis on va revenir, il va être là. Donc tout ce qui est circulaire sont des positions qui reviennent à certains moments au même endroit. Donc, le tout, c'est de savoir que vaut le flux. Que vaut le flux. Alors, je vous rappelle que on a affaire à un champ uniforme, H. Le champ H, il est uniforme. Nord-sud, ceci, le H, il est constant. Je vous l'avais dit, il est là d'ailleurs. C'est une hypothèse, c'est que voilà, le champ ici, il est constant. Mais attention, ne pas confondre le champ et le flux. Le champ et le flux, c'est pas la même chose. Alors, comme on sait bien que le flux donc on a la machine, nord-sud, les pôles, voilà, on a un champ, H, constant. Mais ce qui va se passer, c'est que la présentation par la spire de sa section va varier. Elle n'aura pas une section... voilà, la section vue par le champ ne sera pas le même. Puisque, à un moment donné, si on regarde comme ceci de face, on aura la spire comme ceci, puis on aura la spire comme ceci. La section présentée, comme il va tourner, ici il est en pleine section, toute sa section est maximum, sa section est maximum. Sa section minimale, c'est quand il sera comme ça. Donc ici le flux va balayer cette section aussi, toute cette section là. Le flux va balayer toute cette section aussi. Bon, ici le flux, il va rien balayer du tout, parce que je veux dire, quoi, un tout petit peu ici, juste un tout petit peu, mais la spire est petite, hein. On va supposer que c'est une spire assez plate. Voilà, mais ici, il balaye rien. Alors, si vous prenez une autre position de la spire, on va faire ça comme ça. Voilà, le flux va balayer comme ceci. Au-dessus, en dessous, il n'y aura rien. Par contre, là, il va venir toucher une section bien définie. Donc, vous voyez que le flux, c'est un flux variable. Alors que le champ, il est constant. Le H, il est constant, mais la section balayée n'est pas la même en fonction de la position de... Donc, vous voyez que c'est quelque chose, c'est ça qui va tout faire.
C'est ça qui va tout faire. Voilà, la section, comme elle est, on a une section qui va présenter une face variable au champ, ben, d'office, le flux, il est variable. Et à un moment donné, il va être max et à un moment donné, il va être nul. Et donc, vous aurez compris que le fait d'avoir ça, ben, on aura quelque chose de cyclique. Ah, parce que ici, la position ici, elle va revenir à cette position-là. Donc, la meilleure manière de montrer ce qui est cyclique, ben, ce sont les sinusoïdes, ou les cosinusoïdes, bien sûr, c'est les fonctions trigonométriques. Voilà. Et donc, là, le flux, il vaudra quoi? Ben, il dépend de la section balayée et du champ magnétique. Le champ magnétique étant constant, il n'y a pas de problème. Par contre, la section présentée, elle n'est pas constante. La section est variable. Donc, on aura H fois une section variable, ben, ça fait un flux variable. On a un flux variable du fait que la section... Ici, le H, il est constant. Et donc, le flux qui traverse la spire, il est maximum lorsque elle occupe une position comme ceci. Ça, on a un flux maximum. Voilà. Donc ça, c'est un flux maximum quand elle est verticale, quand on va dire la spire est verticale. Voilà. Donc là, on a un flux max. Voilà, on a un flux max. Alors je rappelle que pour ceux qui connaissent les lois, voilà, de l'électromagnétisme, parce que le flux c'est une composante électromagnétique, voilà, on va se dire que ceci, ben, c'est en Maxwell. En Maxwell, comment on appelle ça, le champ magnétique, il est en Ørsted. Bon, une section, ici, c'est donné en centimètres carrés. Mais attention que on préfère l'emploi d'unité, bien sûr, MKS, hein, de flux, qui est bien sûr le Weber. En MKS, c'est le Weber. Alors, je rappelle que MKS, c'est mètre kilogramme seconde. Weber. Alors, un Weber, c'est 10 exposant 8 Maxwell. Alors, ce sont tous des gens qui ont trouvé les lois électromagnétiques, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ørsted, je crois que c'était un Suédois. Ouais, il y a Maxwell, Weber, etc. Bon, il y a des Allemands, des Anglais, etc. Il y a toutes sortes de personnalités, toutes sortes de nationalités, de personnalités qui ont trouvé ces lois électromagnétiques. Voilà, chacun était ouais, il y a eu Ampère, bon, il y a eu les Français. Ampère, voilà. Les lois d'Ampère, les lois d'Ørsted, les lois de Maxwell, les lois de Weber. Ah, ils ont tous mis leur grain de sel pour trouver beaucoup de choses, je veux dire, dans les lois électromagnétiques qu'il existait. Bon, voilà, le champ magnétique avait une composante bien définie. Voilà, si on fait passer des courants, etc., on peut créer à partir des courants des champs magnétiques, et à partir des champs magnétiques, on peut créer des courants, voilà. Voilà, donc il y a une composante électromagnétique. On peut passer de l'électricité au magnétisme, du magnétisme à l'électricité. On peut faire voilà, le passage de l'un à l'autre, comme on peut passer de la mécanique à l'électricité, tel que ce que je vois maintenant, passage d'un alternateur, on fait tourner une turbine, on fait l'alternateur tournant, mais ça produit de l'électricité. On a une composante mécanique. Vous voyez qu'ici c'est toute la vitesse. Hein. La vitesse est mécanique. On fait balayer juste une section, une spire qui est, je veux dire, un composant. Je veux dire, un composant voilà, métallique, un composant métallique qu'on le fait tourner, on présente sa section au champ, et rien qu'à partir de là, ben, je veux dire, on va avoir un flux. Donc il faut, pour présenter bien sûr la surface variable ici, il faut que ça puisse tourner. Donc il y a une composante mécanique. Hein. Ceci, ça tourne. Pour présenter une section variable, il faut que ça tourne. Et si ça tourne, c'est parce qu'en fait, on a voilà, une spire tournante. Bon, alors je vous ai bien dit qu'elle tourne à vitesse constante. Hein. Alors, c'est pas une vitesse circulaire, c'est pas une vitesse circonférentielle, mais une vitesse angulaire. Alors, on fait tourner. Et donc, là, le point de vue section, il est là. On a un champ existant. Ceci, ça existe, et on engendre un flux. Ça, c'est engendré. Le flux variable est engendré par deux choses de constantes. On fait tourner des spires, on a un champ présent, puisqu'on a un pôle nord, pôle sud,
Et rien qu'avec ces deux données-là, ben, on a un flux variable. Et là, toute la création de l'électricité va se faire. Voilà. C'est là que va se positionner. C'est le flux qui va créer cette force électromotrice. Et donc, la force électromotrice, c'est un paramètre électrique. Donc, pour l'instant, on est toujours dans le magnétisme. On est dans le mécanique magnétisme. Donc, c'est le point de vue... je vous ai dit que c'est le point de vue mécanique, parce que ça, c'est une spire tournante. Dans un champ magnétique uniforme, ça, c'est la composante électromagnétique. Ça, c'est la composante mécanique, donc cinématique. Et donc cinétique, parce que cinématique, cinétique c'est vitesse. Hein. On a une composante cinétique de vitesse. Voilà, oméga égale constante, c'est la vitesse. Voilà, on a une énergie cinétique aussi. Voilà. Énergie cinétique de rotation, on va dire ça comme ça. Et donc, là, on a toujours, le paramètre engendré est toujours électromagnétique. Attention, hein. On n'a pas encore fait le passage, voilà, au niveau électrique. On est toujours dans le point de vue électromagnétique. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Je vous rappelle que la section, on va dire pour une position quelconque de la spire, ben, le flux est proportionnel à la projection du plan de la spire sur le plan vertical. Voilà, c'est une projection du plan de la spire sur le plan vertical. Alors, le plan vertical, il est là. Si la spire est comme ça, ben, il suffit de projeter comme ceci. Voilà, donc on aura... C'est ceci qui va être balayé par le champ H. Et donc, vous comprenez quoi là-dessus? Ben, on comprend que le lien qui est vite fait, c'est que le flux est dépendant de alpha. Le flux est dépendant d'alpha. On a un flux variable qui dépend de la section variable. Cette section de projection, voilà, sur le plan vertical. Donc, on a un flux variable. Pourquoi? Parce qu'il est fonction, on va dire, de la position alpha de la spire. Voilà, de la projection du plan de la spire sur le plan vertical. Et ça, c'est pour une position quelconque. Hein. Donc, pour une position quelconque, on s'est trouvé sa section projetée sur le plan vertical. À tout moment, si vous avez ceci, par exemple, ben de nouveau, vous projetez sur le plan vertical. Voilà. Ce qui va être balayé par le champ, c'est cette partie ici. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc, vous aurez compris que ben, la spire dépend de alpha. Elle va présenter une section. Sa section est fonction de alpha. Et donc, si j'écris phi variable est égal à h constant fois h variable, voilà, je m'excuse, fois s variable, voilà, la surface étant variable, elle est fonction d'alpha. Alors, h étant constant, h fois alpha, phi variable. Donc, on peut dire que, ici, on peut se dire tout simplement que, voilà, à une constante près, voilà, à une constante près, phi est fonction d'alpha. À une fonction près. Donc, c'est-à-dire que si les fonctions de alpha, f est fonction de, on l'a vu, alpha est égal à oméga t. Ça, c'est le point de vue mécanique. Point de vue mécanique. Point de vue mécanique. Et donc, oméga t, ben, c'est une fonction sinusoïdale. Oméga t, c'est une fonction sinusoïdale parce que c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Ben, le flux en Weber est égal à le flux. On a un flux maximum, je vous l'ai dit, quand il est vertical, comme ceci. Là, on présente son plan dans le plan de projection. Ben là, il est maximum ce flux-là. Là, c'est le maximum. Parce que quand il est comme ceci, par exemple, voilà, ici, il va présenter une autre section, qui est celle-ci. Et le flux maximum, mais c'est celui-là. Voilà. Et alors, s'il est comme ça, il va présenter un flux nul.
Et vous aurez compris qu'on a une sinusoïde derrière tout ça. C'est sinus alpha. On aura sinus alpha. Alors, ça c'est en fonction de la position. Mais, normalement, je peux décrire ça en fonction du temps. On sait bien qu'alpha est fonction du temps. Donc je peux écrire que le flux en Weber, c'est phi max fois sinus oméga t. Voilà. Alors on peut se dire qu'il y a un déphasage, mais ici je ne prends pas en compte les déphasages directement. Je vais dire que la phase initiale, elle vaut 0. Voilà, on va se dire que la phase initiale vaut 0. Et donc, ça c'est à un instant quelconque. Ça c'est à une position quelconque. Une position de la spire, bien sûr, position quelconque de la spire. Et là, on passe en facteur temps, c'est à un temps, on va dire, un instant quelconque. À un instant quelconque. Donc, on passe, vous voyez, d'une position angulaire à une histoire de temporalité. On intègre cette notion de temporalité. Et donc, vous voyez que le flux en Weber, ben, il est variable, c'est une fonction, c'est une sinusoïdale tout simplement. Donc on peut se dire que l'électricité qui va être produite, comme on a un flux sinusoïdal, ben, la force électromotrice va être sinusoïdale. Donc l'électricité qui va jaillir. Alors on est toujours dans le concept ici d'électromagnétisme, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, bien sûr, je vais aller chercher notre loi d'électricité. On sait très bien, on avait découvert que, et c'est là que l'électricité va jaillir. Hein, une fois qu'on a un flux variable, ben on a de l'électricité. Pourquoi? Parce que le flux embrassé varie sinusoïdalement avec le temps, ça vous le savez. Et donc la spire est le siège d'une force électromotrice. On aura une force électromotrice E. Avec, attention, alors le flux en Weber, je vous rappelle, il est variable. Il est variable. Parce que s'il était constant, ça ne marcherait pas. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, ici, la loi d'électricité qui va faire jaillir la force électromotrice est dépendante d'une variation. On fait varier le flux par rapport au temps. Voilà. Voilà. Et là, on a une force électromotrice qui va jaillir, bien sûr, qui est opposée à son effet. On a une relation de cause à effet. Et donc là, on a une opposition à la cause. Hein. On va avoir une opposition. Et donc, comme le flux varie, ben, on a une variation. Ben, on aura la production d'une force, une variation en fonction du flux en fonction du temps. Le flux varie bien, je l'ai bien montré. Hein. On a un flux en Weber qui est variable puisque c'est une fonction sinusoïdale. Une fonction sinusoïdale, c'est variable, hein, c'est pas du constant. Voilà, ça varie. Donc delta phi varie en fonction du temps et donc on a la production. Et là, voilà la création de l'électricité. L'électricité est créée. Donc on a ce qu'on appelle une force électromotrice induite donnée par cette formule générale qui est égale à moins delta phi. Bien sûr, c'est delta phi en Weber. Hein. J'ai choisi de prendre le Weber, voilà, comme unité. Et je vous rappelle qu'un Weber, c'est 10 exposant 8 Maxwell. C'est l'unité de flux voilà, électromagnétique. Alors, est-ce que, mathématiquement parlant, est-ce que cette loi est valable? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que, mathématiquement, est-ce que cette loi, elle est valable? Parce que, ici, vous voyez qu'ici, ce sont des variations. Ce sont des variations. Donc, E est égal à... Bon, c'est la loi de Lenz, hein, je vous le dis tout de suite. C'est la loi de Lenz. Je crois que c'est un allemand. Voilà, on va se dire que c'est la loi de Lenz. Voilà. Donc vous voyez que j'ai cité déjà Ørsted. Il y a Ampère, loi d'Ampère. Ørsted, il y a Maxwell. Il y a il y a beaucoup de personnes qui ont étudié l'électromagnétisme. Il y a
Bon, il y a beaucoup de gens, mais bon, je me rappelle plus des noms. Je pourrais encore en citer d'autres, hein. Euh, je pourrais en citer d'autres, mais en tout cas, ce qui me vient à l'esprit directement, c'est ces gens-là, au niveau de l'électromagnétisme. Lenz, Ørsted, Ampère, ouais, Weber, bien sûr, hein. Weber, et ainsi de suite. Bon, on va mettre 3 petits points, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont étudié l'électricité. Donc, bien sûr, c'est une variation en fonction du temps, mais mathématiquement parlant, ceci n'est valable qu'à une certaine condition. Alors, cette condition, c'est quoi? C'est que pendant l'intervalle de temps delta t, pendant le delta t, il faut que le flux varie suivant une loi linéaire. Attention, durant l'intervalle delta t, ça doit être une loi linéaire, suivant l'intervalle de temps delta t. Alors, si c'est une loi linéaire, on peut écrire cette expression-là en fonction de delta. Si ce n'est pas une loi linéaire, dans le cas contraire, il faut prendre un écart de temps infiniment petit et on tombe dans les lois infinitésimales de Leibniz. C'est-à-dire qu'on va prendre non pas un delta t, mais une limite quand delta t tend vers 0, c'est-à-dire un dt. Si c'est pas linéaire, on va prendre un dt. Voilà, on va prendre un dt. Et non plus, c'est-à-dire un dt, c'est un delta t qui tend vers 0. C'est une loi infinitésimale. Donc, à ce moment-là, on tombe dans les dérivés. Donc, on a non plus un delta phi. Dans ce cas-là, on a un d phi. Bien sûr, en Weber. Et donc, on parlera de notion de dérivée. Donc, on va remplacer le delta par des dérivés. Et c'est ce qui se fait en électricité. En électricité, généralement, on parle... Bon, ça dépend des cas d'études qu'on fait, mais la plupart du temps, on considère que on fait l'hypothèse que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on part du fait que durant l'intervalle de temps delta t, la loi suit, je veux dire, une loi linéaire durant l'intervalle de temps infiniment, qui est très petit. Je n'ai pas dit infiniment petit, parce que si vous faites infiniment petit, vous tombez sur des dt. Delta t n'est pas dt, je vous rappelle. Ça c'est delta t quand il tend vers 0, c'est infiniment petit. C'est un infiniment petit. Alors que delta t c'est petit, oui, je veux dire, pas comme delta t qui tend vers 0, ça n'a rien à voir. Delta t c'est un intervalle. Alors c'est relatif bien sûr, delta t, vous considérez un intervalle grand, petit, moyen, peu importe, peut-être aussi petit soit-il, mais pas quand delta t tendant vers 0, sinon vous tombez vers l'infinitésimal, vous tombez vers les dérivés. Et donc à ce moment-là, je vous rappelle que E, c'est une force électromotrice dépendante du temps, puisqu'en fait on aura moins d phi de t, alors qui est en Weber, sur dt, parce que je vous rappelle que phi est dépendant du temps. Alors ici, bien sûr, je ne l'ai pas marqué, mais phi, il est marqué dépendant du temps, ça vous le savez très bien. Vous le savez très bien, parce que ici aussi, il est dépendant du temps. Pourquoi? Parce que je l'ai montré. Tout ça ici, vous voyez que le temps, il est là. Donc le phi est variable, qui est le phi en Weber. Voilà, ici, c'est le phi en Weber. Ou, si vous voulez, ça, c'est le flux en Weber, qui est dépendant du temps. Il est dépendant du temps. Il est dépendant du temps. Donc ici, vous voyez que E, d'office, ça devient une fonction du temps. C'est une fonction du temps. D'office parce que le flux est dépendant du temps. Donc vous faites dériver d'une fonction qui est dépendante du temps. Donc la force électromotrice est dépendante du temps. Alors vous aurez compris que on aura une allure de type sinusoïdal. Alors sinusoïdal, ça veut dire sinus ou cosinus, hein, je vous le dis tout de suite. Ça ne veut pas dire sinus purement. Hein. Allure sinusoïdale, ça peut être un sinus ou un cosinus. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, on n'aura pas de la tangente, c'est ça que je veux dire. Bon, donc maintenant, ce que je vais faire, on va trouver cette allure-là, puisque on a E de t qui est égal à moins d phi. Alors j'arrête d'écrire Weber, parce qu'on sait bien que c'est en Weber. Voilà, ce que je vais écrire ici, je vais écrire tout simplement, on sait bien que phi en Weber, c'est mon flux variable, voilà, qui est égal à phi, on va dire maximum. Alors c'est vrai qu'ici, est-ce que j'ai marqué phi max? Oui,
Je l'avais mis. J'ai mis phi max. Voilà. Donc ici on a bien un flux maximum. Hein. L'amplitude maximum du flux, c'est une amplitude de flux. C'est une amplitude de flux voilà, qui est maximum. Donc ici, je vais rechercher juste ceci, parce qu'on le connaît, hein, l'allure, on la connaît. Phi max fois sinus alpha, c'est-à-dire phi max fois sinus oméga t. Et là, j'ai la fonction en fonction du temps. Voilà. Donc j'ai le flux, voilà, qui est le flux en Weber, qui est le flux variable, le flux en fonction du temps. Donc phi de t. Voilà. Donc je vais faire d phi de t sur dt. Ah, il suffit de dériver, c'est une simple dérivée à faire. On va dériver un sinus tout simplement. Et donc on va voir l'allure que ça va donner. Donc c'est juste une loi de Lenz. E de t est égal à moins. Alors dérivé du flux par rapport au temps sur dt. Je dérive par rapport au temps. Le flux c'est moins. Alors dérivé de phi max qui est une constante. C'est l'amplitude maximale. Sinus oméga t. Voilà, sinus oméga t. Le tout sur dt. Ben, il suffit de dériver ça. E de t. Alors, dérivé de sin, c'est cosinus. Dérivé de cos, c'est moins sin. Alors, bien sûr, avant toute chose, je vais mettre les unités parce que c'est fort important. On est en sciences ici, donc les sciences, c'est d'office, il faut mettre les unités. E, c'est une force électromotrice. Ben, c'est comme une tension, c'est en volts. C'est une production voilà, de tension. C'est une production de tension ici. C'est pour ça qu'on dit force électromotrice. Alors, le flux, comme je vous l'ai dit, bah, ici on va le mettre en Weber, hein, donc en unité MKS, qui vaut 10 exposant 8 Maxwell. On va mettre le temps, on va le mettre dans la MKS, c'est-à-dire la seconde. Et puis, on mettra ceci, la vitesse angulaire, en radians par seconde. Radians par seconde. Alors, seconde, vous pouvez mettre S. Hein. Ouais, ça dépend, bon, vous pouvez mettre S, soit S, il y a les anciennes unités, enfin les anciens symbolismes, et les plus récentes. Ouais. Soit vous marquez SEC ou S. Mais si vous marquez SEC, vous gardez SEC. Voilà. Et si vous marquez S, vous gardez S. Il ne faut pas commencer à faire des mélanges. C'est pour ça que je mets. Ouais, on peut garder l'ancienne unité des secondes, ou la nouvelle, prendre la plus récente. Voilà. Et donc, maintenant, il suffit de faire un traitement mathématique sur voilà, le calcul de la dérivée pour voir ce que va donner la force électromotrice, sachant que le flux, on va voir dériver par rapport au temps, tout simplement, phi max qui est une constante, sinus oméga t. Alors, avant toute chose, le flux max, il est constant, il peut sortir du signe dérivé, moins phi max, et il suffit de dériver par rapport au temps, sinus oméga t. Voilà, E de t. Voilà. Donc, dérivé de sin, comme je dis, c'est cos. Petit instant. Ici, donc, je vais mettre moins phi max. Alors, je vais faire la dérivée de sinus par rapport au temps. Alors, je vous rappelle qu'ici, il faut moins oméga phi max. Dérivé de sin, c'est cos oméga t. Parce qu'il faut ne pas oublier de dériver le oméga t. Hein. Oméga t, dérivé d'oméga t, c'est oméga. Dérivé par rapport au temps de oméga t, c'est oméga dt sur dt, puisqu'oméga est une constante, je vous rappelle, dt sur dt, ça fait 1. Donc ça fait oméga. Donc on a moins oméga, moins cosinus oméga t. Moins oméga, voilà. Moins oméga, phi max cosinus oméga t. Et donc ça c'est l'expression de l'équation de la force électromotrice instantanée produite par le générateur qui est ici l'alternateur. Alors, maintenant, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une formule comme ça avec un moins et un cosinus? Bon, le tout, on veut revenir au sinus. Alors, pour ça,
on sait que le cosinus oméga t, ben, c'est sinus, c'est un décalage de ouais, voilà, je vous rappelle que sinus et cosinus sont complémentaires. Hein. Ils sont complémentaires. C'est-à-dire que je peux écrire sinus oméga t, c'est pi demi moins oméga t. Sinus alpha, c'est sinus pi demi moins alpha. Alors maintenant, si je remets le moins cosinus oméga t, c'est égal moins sinus pi demi moins oméga t. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé la propriété voilà, des arcs complémentaires. Ou des angles complémentaires, si on parle en radian en degrés complémentaires. Alors maintenant, je vais prendre, je mets le moins ici. Alors, moins sinus. Sinus, voilà, pour les arcs opposés, je peux faire disparaître ce moins-là, pour autant que voilà, vous savez très bien que moins sinus alpha, c'est égal à sinus de moins alpha. Ce sont les angles opposés. Théorie des angles opposés. Donc, ce qui veut dire que, ici, j'aurai sinus, il suffit d'aller chercher l'opposé de celui-ci, moins pi demi. Et voilà. Donc là, on a su transformer moins cosinus. Voilà. Et donc, je peux écrire que ce que j'avais écrit auparavant, la force électromotrice produite à tout instant t est donnée par une fonction mathématique qui est oméga phi maximum. Oméga est en constante, je vous rappelle. Hein. Et phi max est en constante. Donc ici, il n'y a pas de problème, c'est du constant tout ça. Hein, parce que phi max est constant, oméga est constant. Alors, je rappelle qu'il y avait un moins, et il y avait cosinus oméga t. Et tout ce moins-là, avec le cosinus oméga t, trigonométriquement parlant, ben, je l'ai transformé en... Donc celui-ci, il reste, c'est toujours constant. Voilà, fois sinus oméga t moins pi demi. Voilà, et là vous avez la force électromotrice, comment elle est donnée. Et donc, là, on peut mettre en relief, je rappelle, le flux à l'instant t, c'est phi max fois sinus oméga t. La force électromotrice, c'est oméga phi max fois sinus pi de oméga t moins pi demi. Voilà, alors les maximums, vous les aurez pas au même endroit, hein, je vous le dis tout de suite. Là, la tension est maximum lorsque l'expression sinus oméga t moins pi demi passe par sa valeur maximum, c'est-à-dire ici on aura un max quand on aura 1 ici. On aura un max quand il passera à 1. Sinus oméga t moins pi demi vaut 1. Alors on peut résoudre. Hein. Sinus alors ceci ici, je peux le voir comme étant E max. C'est du constant. C'est la force électromotrice maximum. Donc on aura E de t est égal à E max sinus oméga t moins pi demi. Par exemple, bon, je vais faire un cas de figure. Bon, avec une amplitude de 1, bah ici, je prends une amplitude de 1, on aura sinus x, ouais, ça ce serait le flux, par exemple, avec une amplitude de 1. Alors si vous voulez mettre une plus grande amplitude, ben voilà, je mets 3. Alors, mais l'autre, il ne voudra pas 3, hein, il sera beaucoup plus grand. Pourquoi il sera plus grand? Parce qu'on a, bien sûr, E max, vous voyez qu'ici on a 6 phi. Là, si on a, pour le flux, on a phi max, mais là on a oméga fois phi max pour avoir E max. C'est-à-dire que E max est plus grand que, voilà, en amplitude, il est plus grand que phi max. Voilà, E max est plus grand que phi max, c'est normal parce que E max est composé de phi max fois oméga.
Bon. Et donc, l'autre, on aura, si je mets par exemple 6, je vais mettre 6, je vais mettre 6 fois sinus x moins pi demi. X moins pi sur 2. Voilà. Donc, vous voyez que les maximums ne sont pas situés aux mêmes endroits, c'est normal, parce qu'il est décalé. Il y a un décalage entre les maximums. Alors là, on a premier max. Le second, voilà. Alors, je vais faire... bon, on va faire... on va essayer de faire B moins A. Ou alors je vais faire directement 3,14 moins 1,57. 57, c'est pi sur 2. Voilà, c'est pi demi. Donc, le décalage, vous le voyez, il est clair et net. Il y a un décalage de pi demi. Hein. Le décalage, il est là, vous le voyez. C'est la fonction ici, décalée de pi demi. Voilà, elle est décalée de pi demi. Vers, quand c'est un moins, c'est vers moins, c'est vers la droite. C'est un décalage vers la droite. On a un décalage vers la droite. Parce que moins, c'est le contraire. Hein. Quand vous faites f de x plus a, c'est un décalage vers la gauche. Et f de x moins a, c'est un décalage vers la droite. Et ici, c'est moins. Donc, c'est un décalage vers la droite. Vers la droite. Donc, la fonction e de t est décalée de pi demi par rapport à phi. Mais, en plus de ça, elle a une amplitude beaucoup plus grande que phi. E de t a une amplitude qui est E max est beaucoup plus grand que phi max. Puisqu'en fait, c'est oméga fois phi max. Oméga étant constant, phi max étant constant. Parce que c'est le flux maximum. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ceci? Ben, vous voyez qu'on est parti d'un point de vue magnétique, avec des pôles, nord, sud, mais ça ne suffit pas pour créer de l'électricité. On est parti avec du pôle on a du nord-sud. Voilà. On a un champ magnétique d'office, ici il est constant, dans ce cas-ci. Et puis après on fait tourner une spire dans ce champ magnétique. Voilà, on va faire tourner une spire qui va occuper des positions différentes. Et donc la section balayée par le champ magnétique, bien sûr la spire va, le champ magnétique va balayer la surface de la spire qui est une projection sur on va dire un axe vertical de la section. Dans ce cas-ci, ici, on aura un champ balayé qui sera comme ceci. Et on a un point de vue ici cinématique, c'est-à-dire cinétique avec du balayage de la section, ou plutôt, je vais mettre plutôt une surface, hein. Je préfère mettre une surface, une section, parce qu'une section, je peux, voilà. Ou alors je peux mettre section, hein. De la section du flux coupé par la spire. Voilà, elle va couper une certaine... le flux va être coupé par la spire. Et va, voilà, on aura ceci ici comme flux, comme...
enfin comme champ, oui c'est un flux coupé, donc c'est un champ coupé, donc un flux coupé, voilà, hein, parce que le flux est égal à H fois S, donc H va couper une section S variable, voilà, avec un H constant, et donc là on aura un flux coupé par, ça va donner un flux coupé par la surface, par la section, je m'excuse, de la spire, qui est la projection sur, bien sûr, de la section de la spire sur une verticale. Et donc là, on a un point de vue cinématique, on a un point de vue magnétique, et ça va donner, bien sûr, ce point de vue phi va donner un phi max fois sinus oméga t. Voilà, on a le point de vue cinématique ici, voilà, le point de vue magnétique ici, et puis après, grâce à ça, on a moins delta phi sur delta t, qui va donner E est égal à oméga phi max sinus oméga t moins pi demi. Et donc c'est une fonction temporelle aussi, hein. C'est une fonction temporelle. La force électromotrice est une fonction temporelle. Et on va rechercher cette force électromotrice. Le tout c'est de récupérer cette force électromotrice. Il faut la récupérer par des fils. Donc on va raccorder des fils à des pôles pour aller récupérer, bien sûr, cette force électromagnétique, cette force électrique. Donc on a bien fait la transformation, voilà, cinématique, électromagnétisme vers l'électricité. L'électricité qui va donner, voilà, cette fameuse force électromotrice qu'on peut utiliser. On peut utiliser cette force électromotrice. Et donc on a bien un déphasage de pi demi de la tension qui est déphasée de pi demi sur le flux. Alors bien sûr, c'est pas terminé. Alors pourquoi c'est pas terminé? Parce qu'en vérité, c'est pas tout à fait ça. On fait jamais tourner une spire. Voilà, on fait tourner des spires, pas une spire. On met du bobinage, hein, c'est pas une spire qu'on met. Alors ça, c'est pour le calcul mathématique. Bon, il est beaucoup plus facile avec une spire. Mais en vérité, en général, le point de vue physique de la machine, c'est n spire. On va mettre n spire. Là, c'est pas une spire, c'est plusieurs spires qu'on va mettre. Donc, à ce moment-là, on va considérer qu'on a n spires qui tournent. Ce qui veut dire que, bon, ce qui va changer, c'est tout simplement au niveau de la force électromotrice, bah, à la place, bon, d'avoir oméga phi max sinus oméga t moins pi demi, mais ça c'est valable pour une spire, voilà, bah, on mettra n spire tout simplement. Donc, vous voyez que là, le E max va dépendre du nombre de spires, de la pulsation ou de la vitesse angulaire, c'est la vitesse angulaire, voilà, de la rotation des spires, et du flux maximum engendré dans la machine. Et donc ça c'est l'équation générale. Donc vous voyez qu'il dépend du nombre de spires. Donc on a n fois plus. On aura avec n spires, n fois, on va dire n fois la force électromotrice, n fois la composante d'une spire. N fois la composante d'une spire, c'est-à-dire n fois la tension, une fois la force électromotrice, on a n fois, avec n spire, on a n fois la force électromotrice d'une spire, d'une seule spire. On a n fois, donc il suffit de multiplier par n. Donc ça c'est l'équation générale de... Alors bien sûr, ça c'est avec l'hypothèse où la spire démarrait bien sûr en position initiale. Enfin, ici, la première spire qu'on avait mis au départ, elle était avec une position initiale de 0 comme ceci. Hein. Donc on va considérer qu'ici il n'y a pas de déphasage. Donc la spire occupe la position, je veux dire, horizontale au temps t égale 0. Hein. Voilà, on a une position horizontale au temps t égale 0.
Alors maintenant, si j'avais mis au temps t égale 0, la position initiale, ou la situation initiale, au temps t égale 0, ceci, le 0 serait là, plutôt que là, le 0 de alpha égale 0 serait ici. Bah, là, alpha égale 0 en vertical. Bon, vous aurez compris qu'il faut changer l'équation, c'est plus celle-ci. Donc on aura E de t est égal à n oméga phi max qui est E max. On aura E max ici. E max sinus oméga t moins pi demi. Et bien sûr là il faut faire un décalage hein, entre les deux. Bon, je l'ai étudié pour ceci, pour t égale 0. Si maintenant je l'étudie pour voilà, t égale 0, si mon repère il est comme ceci, en vertical et non plus en horizontal, je fais un changement de repère et un décalage de plus pi demi. Donc ici je vais faire plus pi demi. Voilà, donc on en reviendra à ET est égal à E max sinus oméga t. Puisque ici c'est deux opposés. Hein, voilà, et on se retrouve avec un sinus pur. Si vous mettez en vertical, vous avez un sinus pur. Vous avez un sinus pur. Alors pour une position quelconque de la spire au temps initial t égale 0, ben, l'équation générale, ben, vous aurez compris que si je démarre ici en t égale 0, ben, l'équation E de t, c'est E max sinus oméga t. Voilà. Mais si c'est pour toute autre position, voilà, par rapport à ça, ben, vous allez indiquer E de t est égal à E max sinus oméga t plus phi, qui est le déphasage. On aura un déphasage. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, si je mets... Là maintenant, l'alternateur nous fournit... l'alternateur nous fournit une tension sinusoïdale, voilà, alternative. C'est-à-dire une force électromotrice. Hein. Voilà, on va dire, on a E de t, voilà, qui sort de là, qui jaillit de là. Mais E de t, je vous rappelle que c'est E max sinus oméga t plus phi, où on prend phi n'importe où, en position initiale, hein, s'il y a un décalage. S'il n'est pas vertical ou horizontal, ben, ça sera oméga t plus phi. Et il faudra savoir où est le phi, bien sûr. Hein. Alors, si maintenant je mets un interrupteur, voilà, ici c'est un interrupteur que j'appelle I, je mets une résistance, voilà, je câble correctement, je veux dire, la résistance, et je ferme bien sûr, j'interromps le circuit, je ferme le circuit, on va dire ça comme ça, et que le circuit fonctionne, hein. Le générateur fonctionne, le circuit est bien raccordé, la résistance fonctionne, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la loi d'Ohm. On va voir E est égal à R fois I. Alors, bien sûr, ici, c'est E de t. C'est R fois I de t. Donc, vous allez avoir I de t, c'est quoi? C'est E de t, le tout sur R. Donc, en fait, si lui, il est sinusoïdal, le courant sera sinusoïdal aussi. Parce que, ici, si je prends une résistance qui est constante, ben, si vous divisez, vous allez juste avoir ceci. On va voir E de t est égal à, donc je l'ai dit, E max sinus oméga t plus phi, vous divisez par, on sait bien que I de t,
Alors, je ne vais pas mettre grand I. Hein. Généralement, grand I, c'est constant. Je vais mettre petit i. Comme j'ai mis petit e, je vais mettre petit i. Alors, je change juste ici. Bon, je ne vais pas mettre un grand I, mais un petit i. Alors, un petit i. Bon, et ça, c'est en continu. Hein. En continu, on sait bien que la force électromotrice E, grand E, ça c'est en continu. E, c'est une force électromotrice continue. Voilà. I est un courant constant, R étant constant. Par contre, maintenant, si je fais avec du variable, E étant variable, I étant variable, mais je vais l'appeler petit i, puisqu'en fait, c'est un courant variable. Et les de forme sinusoïdale, je vais le prouver dans un petit instant. R étant constant, donc on a I de t est égal à E de t sur R. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, celui-ci, il est sinusoïdal. I de t, c'est E max sur R, sinus oméga t plus phi. Donc on aura I de t est égal à I max, voilà, sinus oméga t plus phi. Voilà, on aura un I max. Parce que le I max vaut E max sur R. Hein. Le max vaut max sur R. L'Imax, c'est le courant maximal. Vous pouvez le trouver grâce à ça. Et d'ailleurs, dans les circuits électriques, on peut trouver directement le Imax. Il suffit de prendre voilà, un max sur R. Un max, on le connaît, on divise par la résistance. On a Imax. Il n'y a pas de déphasage dans une résistance, je vous le dis tout de suite. Voilà, il n'y a pas de déphasage. Par contre, si vous mettez des self-condensateurs, là, il y aura des déphasages. Alors, en avant ou en arrière, suivant le composant. Alors, dernière chose. Ici, j'ai pris ce qu'on appelle un alternateur à deux pôles. Puisque j'ai pris un pôle nord, un pôle sud pour créer mon magnétisme. C'est un alternateur bipolaire. Voilà, c'est un alternateur bipolaire. Donc ici, j'ai du nord et du sud. C'est un alternateur bipolaire. Parce que nord-sud. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, on met les deux pôles. Voilà. Enfin, les connecteurs pour aller chercher les câbles de la, comment on appelle ça, du générateur sinusoïdal. C'est un générateur, bon, je pourrais appeler ça G. Bon, c'est pas nécessaire. Et donc, qui va fournir une fonction E de t sinusoïdale. Alors, je rappelle que E de t, c'est égal à E max sinus oméga t plus phi. Oméga t, c'est la pulsation, hein, c'est la vitesse angulaire de l'alternateur bipolaire que je viens d'exposer le principe, ben, change de nom dans l'expression de la tension instantanée ou du courant instantané. Là, on l'appelle pulsation. Donc la vitesse angulaire se traduit par la dénomination d'une pulsation. On appelle ça plus en électricité une pulsation qu'une vitesse angulaire. On ne va pas retourner, je veux dire, à l'alternateur et aller voir sa vitesse angulaire, on s'en fout. Voilà, c'est pas ça qui nous importe. Nous, quand on a un signal, c'est la première chose à voir, c'est que ceci, bon, on va le dénommer pulsation. Aussi bien pour le courant que pour la tension. Donc il faut changer de nom. On appellera ça la pulsation. Bien sûr, elle va toujours conserver la même unité. Hein. C'est toujours en radians par seconde. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà. Et donc, toute la théorie sur les signaux sinusoïdaux, donc les ondes sinusoïdales, intervient ici. Si on a affaire à une pulsation qui est oméga en radians par seconde, ben, oméga vaut 2 pi fois la fréquence, ou f, bien sûr, c'est la fréquence en hertz. Et donc on aura oméga est égal à 2 pi, la fréquence étant égale à 1 sur t, t étant la période. En secondes, c'est une fraction de temps.
Je rappelle, voilà. Donc, la fréquence, dans l'alternateur bipolaire, ben, on a une révolution de la spire donne naissance à une sinusoïde complète de la force électromotrice. On va dire que on a F tours par seconde donne F sinusoïde. Le nombre F de sinusoïdes ou de périodes en une seconde, c'est appelé la fréquence de, on va dire, de l'oscillation. L'unité, bien sûr, c'est le Hertz, qui est Hz. Hz. Avant, on employait bien sûr le cycle par seconde. Avant, on appelait, voilà, certains, on entendait souvent le cycle par seconde. Voilà, quand ils discutaient avec des personnes, c'était que ceux qui faisaient de l'électronique, bien sûr, notamment en télévision, voilà, on parlait de kilocycle, qui était le kilohertz par seconde pour certains signaux, voilà, de TV. Bon, les gens parlaient encore en cycle il n'y a pas quelques années d'ici. Voilà, quand il y avait les réparations de télévision, il fut un temps, il parlait beaucoup en kilocycle, voilà, pour parler de fréquences. Alors, on a aussi la période par seconde, voilà, la période qui est le P par S. C'est toutes des unités, bon, qui existaient auparavant. Et les multiples courants, ben, c'est, on va dire, le kilohertz. On a le mégahertz, etc., etc. Alors, kilohertz, c'est KHZ, mégahertz, c'est MHZ. Voilà, mais bon, mégahertz, c'est surtout bon pour l'électronique signaux, voilà, transmission de signaux, les ondes, notamment dans les ondes. Voilà, donc je rappelle que 1 kilo c'est 1000 et 1 méga c'est 1 million. Alors la période c'est le temps nécessaire pour obtenir une oscillation complète du signal alternatif, bien sûr. L'unité c'est la seconde, les sous-multiples courants sont la milliseconde et la microseconde, qu'il faut utiliser en électronique. Hein. Alors, on utilise souvent ces unités-là, millisecondes et microsecondes. Donc le milliseconde, MSEC, bien sûr c'est relié, millisecondes, et la microseconde c'est aussi relié. Alors ça, milli c'est 10-3, micro c'est 10-6 secondes. Voilà, et donc vous avez bien vu la formation d'une onde électrique sinusoïdale voilà, au travers d'un alternateur bipolaire. Et donc, il faut savoir aussi que la fréquence en Hertz, c'est 1 sur la période, hein, T en seconde, voilà, et inversement, T en seconde, c'est l'inverse. C'est 1 sur la fréquence en Hertz. Alors, on parle aussi de longueur d'onde. Longueur d'onde, généralement, quand on parle de signaux, quels qu'ils soient, électriques ou autres, on parle de longueur d'onde. La longueur d'onde, lambda, c'est la distance parcourue par, on va dire, attention, ici c'est le signal alternatif. Hein. C'est une onde, voilà, c'est une onde électrique. Donc c'est pas une onde mécanique ou une onde, voilà, ici c'est une onde électrique. Donc ici, la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par le signal alternatif pendant un temps égal à la période. Voilà. Comme la vitesse de l'électricité, c'est 300 000, on va dire, kilomètres à la seconde, ou si vous voulez, 300 millions de mètres à la 300 000 kilomètres par seconde. Ça, c'est la vitesse maximum, qui est la vitesse de la lumière. 300 000 km, c'est 300 millions de mètres par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, la lumière a fait 300 millions de mètres en une seconde. Voilà. Et donc, en t secondes, donc je vous rappelle que la longueur d'onde, bien sûr, c'est la distance parcourue par le signal alternatif pendant un temps égal à la période. C'est pour ça que je vais multiplier par la période. Ici, donc en t secondes, ça c'est pour une seconde. Hein. Voilà. Et en t secondes, vous faites... Alors, on s'imagine ici que voilà, l'onde
sinusoïdale est proche de la vitesse de la lumière. C'est pour ça que je vais chercher un signal. C'est comme si on avait un signal lumineux, mais en vérité, la vitesse, bon, est un peu moindre, parce que voilà, elles ralentissent dans les conducteurs, etc., etc. On n'a pas tout à fait une vitesse de la lumière. Enfin bref, on va considérer qu'on a une vitesse de lumière. La lumière, donc ici, pour trouver la longueur d'onde du signal sinusoïdal, je vais multiplier par t. Donc là, bien sûr, on aura lambda, bien sûr, en mètres. Pourquoi? Parce que on a tout simplement fait une vitesse égale à un espace en mètres sur un temps. Donc on a bien des mètres par seconde. Alors un espace, c'est égal à v fois t. Voilà. La vitesse ici, j'ai pris une vitesse proche de la vitesse de la lumière, voilà, environ celle de la lumière pour le signal électrique. Je multiplie, je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est pour, que j'appelle lambda, c'est la longueur, c'est la distance parcourue par le signal alternatif pendant un temps égal à la période. Donc le temps ici, c'est la période. Et donc, je peux mesurer lambda. Lambda est en mètres. Je rappelle que ceci est en mètres. Voilà, lambda est en mètres. Et donc, lambda vaudra 300 000 fois, il faut connaître il faut juste connaître, pour avoir la longueur d'onde, la période du signal. Il suffit juste de, parce que bon, on multipliera toujours par 300 000. Alors ça donne bien sûr une formule, hein. Vous aurez compris que ici, la vitesse de la lumière, c'est la célérité, ce qu'on appelle la célérité. Hein. Célérité de la lumière, c'est C fois T. C fois T. Célérité de la lumière, c'est C fois T. La célérité, c'est C. Voilà. Vitesse. Bon, donc on va considérer que le signal électrique va à la vitesse de la lumière. Bon, je n'ai jamais mesuré tout ça, mais enfin bref, je peux me dire qu'il y a sûrement des ralentissements dus au câble. Probablement, puisqu'il y a un effet chaotique du signal qui parcourt le câble. Je n'ai jamais mesuré une vitesse voilà, électrique, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, pour mesurer voilà, des vitesses, il faut des très longues distances. Il n'y a que comme ça qu'on peut mesurer, voilà, parce que ça va tellement vite que, bon, il faut quand même voir quelque chose. Pour voir quelque chose, il faut voilà, énormément de kilomètres. Hein. Et là, on peut commencer à se dire, à regarder voilà, une temporisation, enfin, à mesurer un temps, grâce à des appareils électroniques, voilà, qui peut mesurer des temps très courts. Là, on peut mesurer un temps très court sur des grandes distances. Donc là, on pourra avoir une approximation de la vitesse voilà, électrique comparativement à la vitesse de la lumière. Donc on peut faire des comparaisons et voir qu'il y aura peut-être des petites différences autant de pourcents. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a un câble électrique qui demande un support de transmission qui est plus, je veux dire, chaotique que ce que voilà, traverse en général la lumière. La lumière, elle traverse quoi? L'air, quand on est sur Terre, voilà. Voilà, elle traverse l'eau. Voilà, déjà, il y a une vitesse de la lumière qui est déjà différente dans l'eau et dans l'air. Voilà, et dans des différentes matières chimiques. Voilà, vous avez changé des matières chimiques. La vitesse de la lumière n'est pas la même dans les différentes matières chimiques, c'est normal, parce que je veux dire, c'est pas les mêmes matières, les mêmes constituants. La lumière dépend d'un support. Enfin, elle parcourt un support, et donc elle est dépendante de ce support-là. Donc la vitesse va en dépendre de ce support-là. Et donc dans l'espace, qui est en général en majorité du vide, quoiqu'il n'est pas forcément vide, mais bon, c'est en majorité du vide. Je veux dire, la vitesse peut se propager dans le vide ou dans un support, dans l'air, etc., etc. Contrairement au son, le son peut se parcourir dans l'air, mais pas dans le vide. On n'entend rien dans le vide. L'onde mécanique, voilà. Je vous rappelle que le son, c'est une onde mécanique, ça n'a rien à voir avec la lumière qui est une onde électromagnétique. Voilà, la lumière est une onde électromagnétique, alors que le son est une onde mécanique. Et donc l'onde mécanique a besoin de certains supports, et dans d'autres, le son est variable. La vitesse du son est variable en fonction de, voilà, dans quel milieu quel est le milieu. Est-ce qu'il y a du bois, voilà, du bois, de l'air, etc., etc. La lumière, c'est pareil, mais ce qu'il y a, le son ne se propage pas dans le vide, alors que la lumière se propage dans le vide. Voilà. Et les ondes électriques, c'est comme une onde
de lumière, simplement, c'est une onde simplement, il y a le support, puisqu'il doit parcourir des fils électriques. Enfin, pour autant que voilà, si le signal électrique parcourt des câbles, mais il y a câbles et câbles, il y a des gros câbles, il y a des plus petits câbles, etc. Il y a des résistances qui sont tout autour du câble. Je veux dire, il y a les électrons se parcourent, voilà, s'échangent. Enfin, il y a comment un déplacement, je veux dire, d'électrons de proche en proche de chaque matière, mais ça se fait à la vitesse VV', comme on pourrait dire ça comme ça, mais malgré tout, c'est quand même un support, donc à mon avis, il y aurait un petit écart de X% par rapport à la vitesse de la lumière. Parce que voilà, le support fait... le support fait beaucoup au niveau d'un ralentissement, mais il n'est pas fameux, mais il y a quand même probablement un ralentissement de l'électricité, de la vitesse des ondes voilà, électriques comparativement à la vitesse de la lumière. Voilà, et donc, et je pourrais même dire quelque chose, une remarque fondamentale là-dessus, c'est que justement, on tend à abandonner la notion de longueur d'onde, parce que justement, la vitesse de propagation dépend du milieu, hein, du fil, du câble coaxial, etc. Donc la longueur d'onde, on n'en discute pas trop, parce que je veux dire, ça dépend. Hein. Encore faut-il savoir quel type de support qu'on a, quel câble qu'on a, etc., etc. Un câble n'est pas l'autre, on va se dire ça comme ça. Donc la longueur d'onde va dépendre. On ne fait pas un calcul sur comment on appelle ça, un calcul sur les longueurs d'onde tout azimut, parce qu'il faut savoir quel est le support qu'on va avoir. On va dire ça comme ça. Bon, alors, au niveau de l'amplitude, l'amplitude, ben, c'est la valeur maximale par laquelle passe, je veux dire, la tension ou l'intensité, c'est-à-dire si on a E de t est égal à E max sinus oméga t plus phi, voilà, si c'est le courant, si on passe au travers d'une résistance, on va engendrer I max. Voilà. I max sinus oméga t plus phi, il n'y a pas de déphasage, c'est pour ça qu'on garde ceci. Si on a une résistance, le courant engendré sur la résistance à partir d'une force électromotrice, voilà, qui est E de t, ben, on aura I de t qui ne sera pas déphasé. Je l'ai dit tout à l'heure. Et donc là le max, les amplitudes max, elles sont là. Aussi bien pour la force électromotrice que pour le courant aux bornes de la résistance. Donc l'amplitude, c'est la valeur maximale par laquelle passe la tension ou l'intensité. Bon. Et ceci, je veux dire, j'ai parcouru, je veux dire, toutes ces notions de signaux que j'avais déjà vus auparavant, avec bon, des ondes mécaniques qui étaient, voilà, des ressorts, etc., etc. J'avais déjà parcouru tout ça. Donc ici, j'ai vu que la force électromotrice engendrée valait, bien sûr, E max sinus oméga t plus phi, que c'est une notion, que c'est une force électromotrice indépendante du temps, voilà, qu'il y a une phase initiale qui est ici, ça dépend où on commence, voilà, à compter le repère, où est le repère, à partir de où on commence à compter le t, pour t égale 0, le phi, pour t égale 0, on a un phi égale 0, voilà, et puis après, à partir de là, on peut commencer à compter, voilà, les positions angulaires. Et donc, on aura oméga t. Oméga, c'est la vitesse angulaire qu'on appelle la pulsation d'électricité, je vous rappelle. Pulsation, voilà. Si vous voulez la position, c'est oméga t. Je rappelle qu'oméga, c'est en radians par seconde. Voilà. Alpha, c'est en radians. Alpha, c'est en radians. Parce qu'on a alpha, c'est oméga t, c'est-à-dire des radians par seconde, fois des secondes, ben ça vous donne des radians. Voilà. Ça, c'est l'amplitude maximum qu'on va appeler A. Donc vous avez la phase initiale. Ça, c'est la temporalité, c'est une variable, c'est le temps variable. Je rappelle qu'ici, c'est une constante. Ceci, c'est une constante. Ceci, c'est une constante. Voilà, tout dépendant du temps. Voilà, et donc,
De oméga, on sait sortir, bien sûr. Oméga, c'est 2pi. On peut connaître la fréquence. Se cache sur oméga la fréquence. Et se cache aussi, quand on a la fréquence, on se cache la période. Parce que t est égal à 1 sur f. Et donc, ceci, c'est plus la vitesse angulaire comment on appelle ça, de l'alternateur bipolaire, mais c'est là ce qu'on appelle la pulsation. En électricité, on appellera ça pulsation. Et alors, on abandonne cette fameuse notion de longueur d'onde parce qu'en fait, voilà, elle dépend du support, du câble coaxial, etc. Donc, on ne connaît pas tous ces paramètres-là quand on fait. Voilà. L'idéal, c'est de le connaître, mais quand on est étudiant, bon, on va pas aller commencer à on peut, mais bon, je veux dire, généralement, on ne l'a pas sous les mains. On va dire, voilà, c'est pour ça qu'on abandonne un petit peu cette notion de longueur d'onde pour, voilà, pour ces notions d'électricité, parce qu'en fait, ça dépend, la vitesse de propagation dépend du milieu, du fil, du câble, des petits fils. Les fils, il y a 50 000 sortes de fils, les câbles, il y a 50 000 sortes de câbles. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a, si vous voulez voir ce qui se vend dans les stocks de câbles, bon, il y a des petits, des moyens, des gros, des très gros, des gros, etc. etc. Il y a toutes sortes. Il y a des fins fils, il y a des gros fils, voilà. Au niveau électricité, c'est pas ce qui manque dans les câbles. Et voilà, il y a les câbles avec des câbles blindés, des câbles contre voilà, des protections blindées, voilà, pour les chantiers, etc., etc. Il y a des câbles avec voilà, des composants pour éviter, je dirais, des composants électromagnétiques. Voilà, on fait des câbles isolés magnétiquement, des câbles isolés magnétiquement, etc., etc. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu dans un câble. Voilà, on va se dire ça comme ça. Je vous remercie.